Abdallah, qu'est-ce qu'on attend pour démarrer? Vas-y. اسمح لي برك وقف طويل يا برك. Salam alaikum Azoul, bonsoir. Marianne, qui est Marianne? Je pose la question parce que nombreux parmi nos téléspectateurs qui ne vivent pas forcément en France ne savent pas qui est cette Marianne qui va bientôt défrayer la chronique dans l'islamosphère. Puisqu'un livre apparaître demain nous apprend que François Hollande a tenu des propos pour le moins inouïs sur l'islam, sur les musulmans, en se référant à Marianne, justement. Il a confié, entre autres petites phrases, que la femme voilée d'aujourd'hui sera la Marianne de demain. En fait, Marianne est l'allégorie, le symbole, l'icône de la République française. Elle est représentée par une femme qui découvre un sein nu et qui porte un bonnet phrygien. Cette curieuse déclaration de François Hollande est d'autant plus intéressante qu'il y a quelques semaines seulement, M. Valls, le Premier ministre français, avait dit ceci, je le cite, « Marianne a le sein nu parce qu'elle nourrit le peuple, elle n'est pas voilée parce qu'elle est libre. C'est ça la République. » Fin de citation. C'est dire que dans ces déclarations, qui se veulent presque légères, se profilent des déclarations lourdes de sens où l'islam est mis en porte-à-faux avec les symboles mêmes de la République et de ses valeurs. Et donc, dans ce livre qui paraîtra demain, sous le titre « Un président ne devrait pas dire ça », les deux auteurs, les journalistes Gérard Davet et Fabrice Lhomme, nous rapportent quelques confidences que leur a faites François Hollande, qui ne sont pas pour calmer les ardeurs islamophobes qui font feu de tout bois ces derniers temps, puisque la pré-campagne présidentielle française s'est emballée. Des confidences du chef de l'État français et très vraisemblablement candidat lui-même aux prochaines présidentielles, qui vont faire la une de tous les journaux et qui ont déjà commencé à susciter de vigoureuses réactions d'un peu tout le monde, de toutes les chapelles et de tous les trottoirs politiques, sauf, bien sûr, des représentants de l'islam de France, qui slaloment entre les gouttes et qui ont tendance à devenir aphones sur ces questions. Le président français nous dit donc ce qu'il pense de l'islam en France, de l'immigration, de l'identité française. Et il semble bien, à lire les premiers extraits qui ont paru dans la presse française, qu'il y va franco de port sans plus craindre de choquer. Ainsi, sur l'islam, il dit, je le cite, qu'il y ait un problème avec l'islam, c'est vrai, nul n'en doute. Plus loin, je le cite toujours, il y a un problème avec l'islam parce que l'islam demande des lieux, des reconnaissances. Ce n'est pas l'islam qui pose problème dans le sens où ce serait une religion qui serait dangereuse en elle-même, mais parce qu'elle veut s'affirmer comme une religion dans la République. Après, ce qui peut poser problème, c'est si les musulmans ne dénoncent pas les actes de radicalisation, si les imams se comportent de manière anti-républicaine. Fin de citation. Sur l'immigration, il dit, je le cite, « Il y a trop d'arrivées d'immigration qui ne devraient pas être là. » Fin de citation. Le débat sur l'islam, les musulmans, l'immigration va donc s'enflammer, encore une fois, mais s'est-il seulement apaisé? Curieusement,
Plus les élections présidentielles approchent et plus le recours à certains amalgames devient-il récurrent. Il semble bien que nous nous acheminions vers une campagne électorale où l'islam, les musulmans, l'immigration, seront les sujets les plus emblématiques. Aujourd'hui, L'Express, Hollande, la femme voilée d'aujourd'hui sera la Marianne de demain, par Éric Mondonnet. Le Figaro, des propos de Hollande sur la femme voilée, Marianne de demain font bondir la droite, par Tristan Quinon-Maupoil. TSA, pour François Hollande, il y a un problème avec l'islam en France, par Yacine Babouche. France, l'épouvantail islamique, c'est le titre de notre émission d'aujourd'hui et j'ai le plaisir, pour en parler, d'accueillir Vincent Gesser, sociologue et politologue français. Vincent Gesser. Merci de l'invitation, merci beaucoup. Vous êtes docteur en sciences politiques de l'Université Aix-Marseille. Oui, de l'Institut d'études politiques, oui. Vous présidez depuis avril 2005 le Centre d'information et d'études sur l'immigration internationale de Paris. Vous êtes directeur de publication de la revue bimestrielle Migration Société. Vos principaux domaines de spécialité sont les migrations internationales, la question des discriminations ethniques au sein du champ politique français, la sociologie des musulmans de France, l'islamophobie, l'autoritarisme et les protestations dans le monde arabe. Voilà. Mohamed Garesh, bonsoir. Vous êtes un juriste en droit international, spécialiste de l'Union européenne. Et vous nous avez demandé de ne pas vous présenter plus avant. Ouais, c'est suffisant. Voilà. Et nous aurons avec nous en Skype Nadia Henni Moulay. Nadia Henni Moulay, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste, auteure et fondatrice de Melting Book. Vous êtes l'auteur de Portrait des musulmans de France. Vous avez dirigé un livre collectif, Voiles et préjugés, qui sort curieusement demain, en même temps que le fameux livre de nos deux confrères journalistes sur ces questions, sur ces confidences, entre guillemets, du président français. Nous allons donc commencer par vous, Nadia Henni Moulay. Alors, la femme voilée d'aujourd'hui sera la Marianne de demain. Une phrase anodine, une bombe, un truc pour se remettre en selle. Qu'est-ce que François Hollande a voulu dire par cela? Je crois que c'est assez clair, c'est que la condition finalement pour être une bonne Française, c'est de ne pas être voilée. C'est comme ça qu'on le comprend, en tout cas c'est comme ça que je le comprends. Et finalement, il ne réinvente pas l'eau chaude, puisque finalement, vous voyez bien qu'en France, la question du voile, la question de la citoyenneté, la question d'être une femme libre se pose toujours dans les mêmes termes. Il y a toujours une forme de binarité, en fait, qu'on retrouve vraiment à travers les propos de François Hollande. Et ce qui est intéressant, c'est que il essaye finalement de faire, d'être innovant à travers cette déclaration, même si c'est une déclaration qu'il a faite il y a quelques temps, puisque c'était dans le cadre de la préparation du livre avec les deux journalistes. Mais c'est pas du tout innovant, c'est-à-dire qu'on est toujours dans les mêmes schémas de réflexion. Et moi, finalement, ça me fait penser à l'Algérie coloniale, puisque vous le savez mieux que moi, quand on était indigène pendant l'Algérie colonisée, l'Algérie française, une des conditions pour accéder au statut de citoyen français pour un indigène était donc de laisser tomber son identité musulmane. Donc on est vraiment en plein dedans, sauf que c'est bien sûr pas dit de la même manière, et qu'à la limite il faudrait presque remercier François Hollande d'avoir tenu des propos pareils, parce que c'est comme si un peu il faisait une place finalement pour les femmes voilées en leur disant dans sa grande magnanimité qu'elles étaient françaises, qu'il ne fallait pas qu'elles s'inquiètent, etc., etc. Sauf qu'aujourd'hui on a des citoyennes françaises qui ne demandent pas l'autorisation et pour vivre leur citoyenneté française de manière épanouie et pour être voilées en même temps. Voilà. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Alors, vous disiez il y a un moment que
il fallait presque laisser tomber ses origines, sa religion, ou celle de ses parents ou de ses ancêtres, pour pouvoir prétendre à une citoyenneté. Mais il n'y a pas longtemps, M. Zemmour l'a dit publiquement, il a dit les musulmans devront choisir entre l'islam et la France. C'est dans l'air du temps, quoi. Ce n'est pas bien nouveau, finalement. Ce n'est même pas suggéré, c'est dit, c'est proclamé, c'est... Oui, tout à fait. Sauf que c'est pas Éric Zemmour qui donne la carte d'identité nationale et qui fait qu'on est français ou pas, et fort heureusement d'ailleurs. Là, si vous voulez, moi je pense qu'on est vraiment à une époque charnière. Je pense vraiment, de mon point de vue, de mon expérience, de ma petite expérience, que ce qu'on est en train de vivre, que ce que sont en train de vivre les Français musulmans, ceux qui sont nés en France, on est en train de vivre une étape historique. Parce qu'en fait, on est en train de réinventer cette France à travers nos identités, et c'est pas forcément que l'identité musulmane, c'est aussi la question des quartiers, la question sociale. Quand on vient d'un quartier, ça induit énormément de choses, on en parlera peut-être tout à l'heure. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on a cette vieille France qui est élitiste, qui a toujours été confortable en fait dans ses préjugés, dans ses idées préconçues, dans ses certitudes aussi, qui est en train de se confronter à cette nouvelle France dont moi j'espère faire partie entre guillemets, et on est en train de, moi je dis souvent en fait, ce que je me rends compte, c'est que finalement la question de l'islam en France, c'est un peu comme un crash test pour voir la solidité de la devise républicaine. Si vous voulez, si la France elle arrive à dépasser et à régler entre guillemets cette question musulmane et de faire que l'islam en France ne soit plus un problème, je pense qu'elle aura prouvé que la citoyenneté française, les devises républicaines, la devise républicaine liberté, égalité, fraternité, a un vrai sens. Nadia Nimoulay, je reviens à vous dans un instant. J'aimerais d'abord que nous présentions votre livre, qu'on affiche la couverture du livre dont vous avez dirigé les travaux. Et, non, pas celui-ci, l'autre. Voilà, celui-ci. Et puis, je reviendrai vers vous pour parler un peu de cette tribune que vous aviez fait paraître dans le journal Le Monde en août passé, qui a fait beaucoup parler. Je reviens à vous dans un moment. Vincent Gesser, cette fameuse phrase de Hollande, la femme voilée d'aujourd'hui sera la Marianne de demain. Finalement, François Hollande a réussi à faire d'une pierre deux coups, mais deux coups contre lui, on dirait, puisqu'il a soulevé... Si vous voulez, c'est moins le contenu de la déclaration du président de la République qui est intéressante que la réception. Et on voit bien quelle est la réception fait passer tantôt François Hollande pour un islamophile, puisque de dire qu'une femme voilée peut être Marianne, ça peut être effectivement choquant. Et on le voit d'ailleurs, ce qui est terrible, c'est que la plupart des médias et d'une partie des politiques condamnent François Hollande pour dire comment une femme voilée peut être Marianne. Voilà. Ça, il y a eu des déclarations publiques. Hein. C'est le mode de réception qu'il faut voir. Et puis le deuxième mode de réception, c'est ceux qui disent, bon ben, pourquoi encore toujours le voile, pourquoi il remet le voile au centre, et puis de dire que, moi j'ai envie de répondre, la 99% des femmes voilées sont déjà des Mariannes, parce qu'elles sont déjà au cœur de la République, elles sont déjà des citoyennes françaises, comme tout le monde, des étudiantes, même certaines d'entre elles aspirent à intégrer les institutions de la République. Il faut quand même rappeler que nombre de musulmans de France sont aujourd'hui dans des institutions comme l'armée, la police, dans un contexte antiterroriste, c'est important. Mais moi je dirais que c'est pas tellement le contenu de la déclaration. Mais qu'est-ce qu'il voulait dire par là, en fait? Je crois que Nadia Nimoulay, il a très bien dit, on est un peu dans ce mythe assimilationniste. L'idée que la République va libérer les femmes musulmanes de leurs familles, de leurs frères, de leur communauté, et François Hollande, en tant que président, va prendre la main des femmes et va les dévoiler. C'est un mythe qui est historiquement ancré, et je dirais que c'est une phrase qui, moi, et je suis tout à fait d'accord avec Nadia, apparaît obsolète, désuète, quand on regarde aujourd'hui la position de ces femmes voilées, ou non voilées d'ailleurs, dans la société française. Et quand on regarde qu'aux États-Unis, en Grande-Bretagne, ou même dans beaucoup de sociétés, ce n'est même plus un sujet. Voilà. Mais François Hollande ne semble pas penser comme vous, mais alors pas du tout, puisque pour lui, les femmes musulmanes voilées ne sont pas des Mariannes. Mais regardez ce qu'il dit, hein, je le cite. Hein. Oui, allez-y, je vous en prie. D'une certaine façon, si on arrive à lui offrir, il parle de la femme voilée, si on arrive à lui offrir les conditions pour son épanouissement, elle se libérera de son voile et deviendra une Française. Alors là, il y a une... deviendra, ça veut dire, il est en train de nous dire que celles qui portent des voiles ne sont pas des Françaises. Oui, donc on est effectivement dans le mythe émancipateur, mais moi je parlais surtout de la réception.
Mais je dirais qu'on est surtout dans un non-sens sociologique, de considérer que d'abord qu'elles ne sont pas françaises, et deuxièmement, c'est oublier qu'aujourd'hui, l'essentiel des musulmans connaissent une mobilité sociale, sont dans cette citoyenneté, et que c'est mal connaître la plupart des filles qui portent aujourd'hui le voile, y compris dans leur conception, je dirais, de la religion, de la citoyenneté. Elles ne se posent même pas la question de ce qu'elles sont. Je dirais, elles sont naturellement françaises, elles sont évidemment françaises, et que de toujours rappeler à l'injonction de francité, c'est plus, à mon avis, un propos obsolète, archaïque. Et je dirais que François Hollande, de ce point de vue-là, a un propos que je qualifierais d'archaïque, d'une certaine manière, mais encore une fois, moi je m'intéresse plus à la réception, parce que c'est quand même la réception. Oui. C'est-à-dire c'est effarant que des gens ne critiquent pas François Hollande parce qu'en gros il aurait employé une formule archaïque, qui est de l'ordre de la... contre-productive, mais plutôt parce que certains voient François Hollande comme un islamophile. C'est-à-dire que François Hollande a plus de critiques parce qu'il est considéré comme un pro-musulman qu'un anti-musulman. Et c'est ce qu'il faut voir. Ça veut dire Tandis que du côté des élites musulmanes, c'est perçu inversement. Alors ça dépend, parce que alors, vous avez signalé, là je crois qu'il faut quand même beaucoup nuancer, vous dites que les associations, les organisations musulmanes ne se prononcent pas. Alors, je ne vais pas prendre leur défense, mais vous savez, elles ont tellement à se prononcer chaque jour sur toutes les questions. Chaque fois, on les interpelle, on ne les voit pas, elles sont invisibles, elles ne participent pas. C'est ce qu'on dit notamment depuis le contexte dramatique du terrorisme. Mais je dirais que heureusement qu'elles n'interviennent pas tout le temps dans le débat, parce que le débat est piégé. C'est un débat piégé, et de mon point de vue, si elles intervenaient, elles ne feraient que empirer le débat et que renforcer le côté dramatique. Donc, de ce point de vue-là, quand on a ce type de déclaration, on les analyse, on prend du recul, on ne fait pas de surenchère, et on peut constater que malheureusement, d'une manière générale, nos élites politiques françaises sont en décalage avec la société française de 2016. On n'est pas dans le 21e siècle. On a l'impression d'un débat qui date de la 3e, voire de la 2e République. Et ça, c'est inquiétant pour nous, citoyens et électeurs, d'avoir une classe politique qui n'est pas à la page, qui n'est pas adaptée. Je dirais que le problème de l'assimilation, ce n'est pas celui des musulmanes voilés, c'est celui de nos hommes et de nos femmes politiques qui n'ont pas assimilé la modernité du XXIe siècle. Oui, le président a un défaut d'assimilation, il n'est pas à l'image des grands présidents des grandes démocraties qui ne polarisent pas en permanence sur le voile. Mme Garesh, vous vouliez rebondir. Oui, je voudrais rebondir sur ces derniers éléments-là, sauf que moi je ne vais pas m'intéresser à la réception, mais plutôt à l'agenda politique, parce que je pense que tout ça, il faudrait le mettre sur le long terme et voir que dans quelques mois, il y a les élections présidentielles. Et avant les élections présidentielles, il y a aussi les primaires. Donc on essaye de voir, et d'ailleurs dans le papier, dans les différents papiers, il commence à se positionner en tant que probable candidat. Donc en tant que probable candidat, il essaye d'avoir une potentielle cible d'électeurs pour pouvoir attaquer et pour pouvoir notamment se démarquer des autres. Il a un bilan économique désastreux. Et donc du coup, pour camoufler ce bilan désastreux, on essaye d'exhiber encore et toujours, une fois n'est pas coutume, le sujet de l'islam. Vincent Gesser disait que ce débat avait été tranché durant la 2e, 3e République. Ce débat, il a déjà été tranché même avant, au lendemain de la Révolution française. Les révolutionnaires français disaient que Français, ceux et celles qui partagent un avenir commun, un projet politique commun. Ce projet politique, comme disait Nadia, peut être résumé à liberté, égalité, fraternité. Être français, c'est partager quelque part la communauté des rêves. C'est pas être blanc, être chrétien. Oui, mais il y a une réalité, nous y sommes en plein. Et sur réalité, c'est une stigmatisation qui est en train de devenir un fonds de commerce, des populations qui sont désignées en bouc émissaire, des élites qui ne sont pas au rendez-vous, d'autres élites musulmanes de la même communauté qui disent nous ne pouvons pas, et d'ailleurs Nadia va nous en parler, nous ne pouvons pas être des élites avec un ancrage religieux, parce que les élites, ça devrait être un ancrage social, ça devrait être un ancrage culturel. Et donc, comme disait Vincent Gesser, en fait, le problème, c'est qu'on est dans une crise politique, au sens où nos représentants, la représentation nationale, n'est pas capable de s'élever et d'élever la population française dans ce débat. Le débat sur l'identité nationale, c'est un merveilleux débat. Moi, je veux bien discuter avec tout le monde sur l'identité nationale. Mais aujourd'hui, on a été piégé, comme disait Vincent Gesser, on a été piégé
par un agenda politique. Oui. L'agenda politique, il est le suivant. Le bilan de François Hollande au niveau économique est désastreux. Les différents candidats à la primaire de droite, et François Hollande et Emmanuel Macron feront et appliqueront les mêmes politiques économiques de l'Union européenne. Et donc du coup, pour camoufler tout ça, pour éviter que les Français réfléchissent sur leur avenir politique et économique, on va leur exhiber la question du voile. C'est-à-dire que vous ramenez ça uniquement à une question politique, une question de propagande, de pré-campagne électorale. Tu as raison, je pense que je crois qu'il y a des aspects profonds idéologiques, c'est-à-dire ce qu'on dit, c'est des élites qui sont en décalage. Et cette affaire de voile, et je suis tout à fait d'accord avec Mohamed Garech, révèle un décalage des élites par rapport à la société française. Ça. Et deuxièmement, moi je trouve que c'est un discours relativement irresponsable. On est en période de lutte antiterroriste qui nécessite une véritable unité nationale, unité nationale dans les forces de sécurité, dans les forces armées, dans les corps vifs de la nation. Et ce genre de discours divise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un président de la République doit rassembler, et il doit d'autant plus rassembler que nous vivons une crise qui est quand même une crise terroriste. Je veux dire, moi je ne veux pas insister sur le sécuritaire, mais quand même, on est conscient qu'aujourd'hui, on est dans une donne où toute la communauté musulmane doit être rassemblée. Parce que mais justement, à ce propos, l'islam étant, je pose la question l'islam étant la deuxième religion de France, c'est comme ça qu'on la présente, étant celle de millions de musulmans, pratiquants ou non d'ailleurs, mais qui s'y identifient. Regardez, comment peut-on considérer l'islam comme deuxième religion de France, celle de millions de compatriotes, et dire ceci? C'est un autre extrait de ce qu'a dit François Hollande. Qu'il y ait un problème avec l'islam, c'est vrai, nul n'en doute. Là, il est vraiment catégorique. Il y a un problème avec l'islam parce que l'islam demande des lieux, des reconnaissances. Ce n'est pas l'islam qui pose un problème dans le sens où ce serait une religion qui serait dangereuse en elle-même, mais parce qu'elle veut s'affirmer comme une religion dans la République. Après, ce qui peut poser un problème, c'est si les musulmans ne dénoncent pas les actes de radicalisation. Si les imams se comportent de manière anti-religieux. Alors là, encore une fois, deuxièmement, déclaration ambiguë. Ce qui joue, on dit c'est pas le problème de l'islam, c'est le problème des musulmans. Ce qui veut dire qu'on est autant dans une islamophobie que dans une musulmanophobie. Donc c'est plutôt les musulmans qui sont que dans une musulmanophobie, c'est-à-dire qu'ils touchent, c'est plus les musulmans qui posent problème. Ils disent l'islam est beau, mais les musulmans ne l'appliquent pas. Et ça c'est tout le discours qui a intégré le fait qu'il ne faut plus frapper sur l'islam, mais qu'il vaut mieux frapper sur les musulmans. Mais moi je vais vous dire une chose qui est tirée d'une enquête que nous menons aujourd'hui avec des confrères, Omero Marangiou et une de nos jeunes collègues, c'est qu'actuellement les musulmans ne cessent de travailler sur cette question de la violence, du radicalisme. Il y a des colloques qui sont organisés par les mosquées, les fédérations musulmanes. Et aujourd'hui, les musulmans de France organisés, précisément, sont mobilisés sur ces questions sécuritaires. Ils sont tellement mobilisés que quand vous prenez aujourd'hui les agendas associatifs, les agendas organisationnels, on ne cesse de dire, aujourd'hui, réfléchissons sur ce qui se passe aujourd'hui en France, le terrorisme, la violence radicale, le djihadisme. Donc de dire que les musulmans ne se sentent pas concernés, un père de famille musulman, une mère de famille musulmane, d'abord elle réagit comme un papa ou qu'une maman musulman, c'est-à-dire un papa et une maman, ils ont peur pour leurs enfants qui se fassent tuer, déjà, objectivement. Les familles musulmanes sont comme tous les Français, ils ont peur. Et en plus, aujourd'hui, quand on prend les formes organisées de l'islam de France, pour le travail que nous menons, je peux vous dire que ça ne cesse pas. Il y a des réflexions, prières dans les mosquées pour la protection de la République, journée porte ouverte dans les mosquées. On demande aux musulmans, lorsqu'il y a eu ce prêtre lâchement assassiné par des criminels dans une église, on a demandé aux musulmans d'aller dans les églises en solidarité avec les chrétiens. Voyez. Et quand on regarde d'ailleurs les positions de l'église chrétienne de France, des évêques, les évêques ont dit il ne faut pas islamiser la question du terrorisme. Les musulmans sont nos frères et sont les premières victimes. Eh bien, j'aimerais que nos hommes et nos femmes politiques ressemblent un peu à nos évêques, c'est-à-dire qu'ils ne développent pas de l'émotionnel. Face au terrorisme, il faut refuser le discours de l'émotionnel et on ne demande pas au président de la République de fabriquer de l'émotionnel, on lui demande de surmonter les émotions pour unir la nation face à des problèmes communs. Mohamed Garech, et puis je reviendrai vers Nadia Hani Moulay pour lui poser une question sur les élites et leur rôle, vous venez de le souligner d'ailleurs en passant. Sinon, cette histoire de communauté musulmane qu'on désigne comme ça à chaque fois, comme bouc émissaire, ça va aller jusqu'où? Ça va s'arrêter quand? Est-ce que ça va s'arrêter? Est-ce que... Ça va aller jusqu'où? J'espère que ça va pas continuer, en tout cas. Mais j'aimerais déjà qu'on parte du principe que la communauté musulmane, en soi, ne veut rien dire. Oui, tout à fait.
s'il n'y a pas une communauté musulmane. En tout cas, les musulmans ne se reconnaissent pas en tant que tels. Voilà. Ils ne se reconnaissent pas dans cette communauté, du moins. La communauté des croyants ou le militaire qui va protéger les églises ou bien les synagogues, il est d'abord français, ensuite militaire, et il a une confession qui peut être qui peut être musulman. Le chauffeur Uber, il est chauffeur, il provient d'un quartier populaire et il est résiduellement, enfin de manière annexe, il est musulman ou pas. Le médecin, il est médecin urgentiste pour soigner les victimes du Bataclan. Il est avant tout médecin urgentiste français, même étranger. Et ensuite, souvent étranger d'ailleurs, effectivement, et ensuite il est musulman. Donc du coup la communauté musulmane ça veut rien dire. Comme la communauté juive d'ailleurs. Exactement. Il y a une diversité. Je crois qu'elle ne veut encore moins dire que les autres communautés puisqu'elle n'arrive pas à s'entendre, à communiquer déjà entre elles. À être audible, ne serait-ce qu'à être audible. Il y a une communauté de foi. Représentants. C'est un peu complexe, un débat, mais il y a une communauté de foi. C'est clair qu'il y a ce qu'on a un sentiment de co-appartenance, c'est normal. Comme les catholiques. C'est plus culturel, je crois, que le reste. Là où Mohamed Garesh a parfaitement raison, il n'y a pas une communauté sociologique. Il y a des musulmans riches, des musulmans pauvres. À Marseille, d'abord, on se sent très marseillais, même si on est musulman. Donc je veux dire par là qu'il n'y a pas de communauté homogène, univoque, qui marche d'un seul homme. Et là, Mohamed Garesh a totalement raison. Et c'est les politiques qui sont en train de créer la communauté musulmane. Ils sont en train de créer la communauté qu'ils redoutent. C'est-à-dire que finalement, les 20 communauté de légitime défense quelque part, c'est-à-dire qu'à force de dire les musulmans, les femmes voilées, l'islam, finalement, ils sont en train de créer quelque part une communauté. C'est-à-dire qu'ils créent le monstre qu'ils redoutent. Vous voyez, c'est pervers quand même. Et là, il y a une irresponsabilité de certains intellectuels. Vous les avez cités. Zemmour n'est pas un intellectuel. Donc on va dire de certains éditorialistes médiocres, et on a aussi une responsabilité d'hommes et de femmes politiques. Mais il y a aussi, il faut quand même le dire, il y a des gens qui refusent cette logique. Et il ne faut pas oublier que toute la classe politique n'est pas renvoyée à la même enseigne, qu'il y a des politiques qui sont responsables, qu'il y a des hommes politiques ou des femmes politiques qui refusent ça, et il y a des intellectuels qui refusent, il y a des journalistes qui sont choqués par ces propos. Donc attention, nous non plus, de ne pas tomber dans un discours anti-élite. En tout cas, notre classe politique est malade, et malheureusement, on a l'expression de cette maladie dans ces déclarations irresponsables dans un pays qui est confronté Nadia Hani Moulay, dans une tribune que vous avez publiée dans le journal Le Monde du 16 août 2016, une tribune remarquable à mon avis. Merci. Je cite quelques passages. L'heure de l'élite a-t-elle sonné? Vous parlez des élites musulmanes. Et puis, plus loin, dans cet esprit, que penser alors de l'émergence, réelle ou supposée, d'une élite dite musulmane? Et vous mettez élite et musulmane entre guillemets. Et plus loin, ensuite, parce qu'en terre sécularisée, une élite ne s'envisage pas en termes religieux, mais sociaux. Finalement, cette élite, toujours entre guillemets, n'est musulmane qu'à travers le regard de l'autre, ravivant, si l'on ose, les résidus d'un vocable colonial enfui, mais bien présent. Oui, non, mais c'est vrai que ce que j'avais voulu montrer, on m'avait proposé de faire cette tribune dans le cadre d'une double page qui avait été faite dans Le Monde sur les élites musulmanes. Et finalement, j'étais plutôt mal à l'aise avec cette question des élites musulmanes parce que aborder la question de l'élite sociale donc par le prisme religieux, c'est vraiment contradictoire. Et finalement, ça montre à quel point les médias, parce qu'on n'en a pas parlé, moi à mon avis, on sous-estime vraiment l'impact négatif des médias sur la situation en France actuelle. Et moi, j'irais même jusqu'à dire que je crois que finalement, ce sont moins les politiques que les médias qui sont un vrai problème, parce que finalement les politiques utilisent les médias pour pouvoir faire leur course à l'échalote, si je puis dire, avec le Front National. Mais bon, on en reparlera tout à l'heure si vous voulez. Et donc, c'est pour ça que j'avais voulu expliquer et interroger cette question de l'élite musulmane qui me semble, encore une fois, une approche un peu décalée et puis limite contradictoire avec l'idée d'une société laïque, comme on nous le répète tout le temps, finalement.
Et puis, je trouve qu'on sous-estime la question des trajectoires sociales dans les quartiers populaires, la question des quartiers populaires. On peut grandir dans un quartier populaire, ne pas faire partie d'une famille musulmane et être traversé par les mêmes problématiques qu'un jeune musulman issu des quartiers. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui. Et donc je trouve que c'est... Allô? Vous êtes là? Oui, on vous pardon, j'ai cru que ça avait coupé, pardon. Non. Et donc je trouve que c'est très réducteur. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, on voit bien comment, au fil des années, on a construit... Alors Thomas Delton, qui est chercheur, et Vincent le sait aussi, parlait de la construction médiatique de l'islamophobie. Et comment, au fil des années, on a créé un fantasme du musulman qui a évolué, puisque c'était pas... C'est parti de l'ouvrier immigré des années 70 qui était là, qui était vraiment dans une posture finalement où ça allait bien à tout le monde, parce que aujourd'hui, à mon avis, le vrai problème, on en a déjà parlé avec Vincent, c'est de voir paradoxalement cette élite dite musulmane émerger et prendre une place. Et c'est ça qui pose problème. C'est tant que l'arabe ou le musulman est dans une posture d'ouvrier, sur une posture sociale plutôt basse, ça ne va pas poser problème. Mais à partir du moment où on a une génération à laquelle je fais partie, donc née en France, on est le produit de l'école républicaine, de l'aspect méritant de cette école républicaine, il y a des vraies ascensions sociales qui se sont faites. Aujourd'hui, on a des cadres, des CSP+, qui font partie de la population franco-musulmane de France. On voit bien qu'en plus, elle prend de l'espace, elle a une voix, elle se fait entendre à travers les réseaux sociaux. Justement, Nadia Henni Moulay, je me permets de vous interrompre. Alors, je vais encore vous citer. Oui, alors, cette élite musulmane et populaire a jailli de cette population d'immigration à l'ombre de la République, nourrie de ses valeurs, à peine consciente de ce statut naissant. Aujourd'hui, la donne a changé. Capable de s'approprier son image médiatique, cette nouvelle élite s'autodétermine, rompant avec la fausse bienveillance venue d'en haut et assumant la pluralité des voix qui la composent. À l'heure où les médias et politiques regardent ces Français issus de l'immigration avec toute la hauteur d'un regard paternaliste, eux ont emprunté le chemin de l'ascension sociale, retroussant leurs manches. N'est-ce pas une image d'Épinal que vous nous brossez là? Je crois pas. Je crois pas. Alors je me base pas. Alors moi attention, je le dis clairement, je suis pas sur un travail journalistique scientifique comme peut faire Vincent ou d'autres chercheurs. Moi c'est un travail journalistique. Pour autant, c'est un travail de terrain que je vérifie à travers des interviews, à travers des rencontres, etc., etc. Je suis dans des réseaux qui sont quand même en plein dans cette question de l'élite musulmane entre guillemets. Et donc moi, ce que je vois, et puis c'est aussi mon parcours personnel, on va pas tourner autour du pot. Moi, je trouve pas que ça soit une image d'Épinal. Je dis pas que c'est la majorité, mais au contraire, je pense qu'il y a une vraie c'est une génération, quoi. Si vous voulez, l'approche que j'ai, c'est une approche générationnelle. Et les gens que je vois autour de moi, dans mon entourage direct ou indirect, on est en plein dedans. Restez avec nous, Nadia Henni Moulay. Mohamed Garesh, l'invisibilité, ou si je peux dire l'inaudibilité de ces élites supposées musulmanes, est-ce que c'est le signe d'une bonne intégration, des gens qui se sont fondus dans la société française au point de ne plus apparaître, de ne plus émerger, ou est-ce juste l'incapacité de pouvoir s'organiser, représenter sa communauté, si on peut dire, et qui est vraiment au plus bas, au plus mal, et qui interpelle ces élites en fait? Vincent Gesser a écrit un livre avec Ali Amin Soum il y a quelques années, en 2005 ou 2006, je ne m'en souviens plus, qui s'appelait « Discriminer pour mieux régner ». Et la thèse principale, vous me dites si je me trompe, était que ces élites musulmanes, enfin ces élites issues des quartiers populaires, c'était ça la thèse, allaient continuer et continuent de faire face à un plafond de verre. Ce plafond de verre, il existe, il existera encore et toujours. On ne va pas se mentir, en tout cas, si ça reste comme ça, le plafond vert va toujours continuer à exister. Comment détruire ce plafond de verre? J'aimerais bien avoir les clés, comme ça le problème serait réglé. Mais cette communauté d'élite, en tout cas, je pense que, en tout cas celle qu'on désigne, c'est-à-dire la communauté musulmane, arabo-musulmane, je pense qu'elle veut aussi ne pas apparaître comme une communauté d'élite religieuse.
Elle veut avant tout apparaître comme une élite intellectuelle ou une élite scientifique, une élite tout simplement issue de leurs travaux et non pas de leurs identités. Vous me dites si je me trompe, mais... non, mais moi, par rapport à... D'abord, plafond de verre... non, déjà, ce que dit Mohamed Garesh a raison. C'est-à-dire que, déjà, et là je rejoins Nadia quand elle dit qu'elle a été gênée par ce titre d'élite musulmane, est-ce qu'un journaliste qui réussit parce qu'il est à la fois musulman, c'est un journaliste musulman? Non, c'est d'abord un journaliste. Lorsqu'un homme politique, entre guillemets, d'origine musulmane ou même de foi musulmane, lorsqu'il réussit ou il décroche une circonscription au Parti socialiste, c'est d'abord un député du Parti socialiste. Ce qui est choquant, c'est qu'aujourd'hui, on a banalisé, on a islamisé abusivement une identité. Vous pouvez être musulman dans votre foi intérieure, même dans votre foi publique. Après tout, vous n'allez pas vous cacher si vous allez à la mosquée, mais vous n'avez pas envie d'être traité journaliste musulman, préfet musulman, ministre musulman, homme politique ou femme politique musulmane. Donc là, il y a déjà ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, on communautarise abusivement les gens. Voilà, comme s'il fallait un antidote à des problèmes sociaux et on va leur mettre une élite musulmane, alors que, est-ce qu'on dit une élite catholique? Le président est une élite catholique? Est-ce qu'on dit une élite juive? Non, on ne le dit pas trop, on peut le dire, mais c'est risqué. Est-ce qu'on dit une élite protestante? On savait que Michel Rocard était protestant, mais on ne disait pas un premier ministre protestant de la France. Donc là, il y a une islamisation abusive parce qu'on met l'identité musulmane à toutes les sauces. Et ça, alors pour ce que dit Nadia Hini et Mohamed Garesh, là, moi je partage aussi un avis, c'est une conviction. C'est pas le musulman, c'est plus le musulman immigré qui fait peur, c'est pas le musulman entre guillemets l'image du délinquant musulman qui fait peur, c'est aujourd'hui le musulman intelligent. Voilà. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui les Français. Des chasses gardées. Moi, je pense que notre élite a peur, nos élites en général ont peur de la recomposition sociodémographique de la société française. On s'aperçoit qu'on n'est plus sur le musulman, je dirais, entre guillemets, qui correspondait à la caricature de la délinquance, du garçon de quartier, etc. C'est qu'on est aussi aujourd'hui dans une réalité française, héritière des immigrations algériennes, marocaines, tunisiennes et notamment aussi d'Afrique noire et turque en partie, qui peut avoir ou ne pas avoir la foi musulmane, hein, parce que ça c'est chacun, et qui fait peur. Elle fait peur parce qu'il y a une mobilité. Là, Nadia a totalement raison. Ce qui fait peur, c'est pas le délinquant. C'est celui qui a Bac+5, un doctorat, qui fait de la politique, qui ose exprimer des sensibilités et des critiques sur la politique étrangère de la France ou sur la politique économique. Entre guillemets, les musulmans, je mets des guillemets à musulmans, font peur, non pas parce qu'ils sont ratés, mais parce qu'ils réussissent. Et là, il y a un vrai enjeu, je pense, idéologique en France, de la chasse gardée. Justement. Aujourd'hui, beaucoup de gens ici de ces élites sont là. Hein. Alors non seulement aujourd'hui, elles ne se cachent plus, elles ne cachent plus leur identité, elles ne se renient plus, d'une certaine manière, mais en plus, elles se revendiquent en tant que telles et elles sont de plus en plus nombreuses, ces élites. Mais elles restent néanmoins silencieuses, inaudibles, sur le plan de... Ça veut dire que, vous savez, quand vous appartenez... Vous êtes un peu sévère dans votre... Oui, mais quand vous appartenez... Je pense aussi que... Vous êtes un peu sévère. Ce que je voulais dire, quand vous appartenez à une communauté, que vous le vouliez ou non, c'est les vôtres, qui sont stigmatisés, qui sont désignés à la vindicte populaire, qui sont apprêtés à toutes les sauces de la haine et du déni, et que vous êtes, vous, une élite, que vous habitez les beaux quartiers, que vous avez un beau logement, que vous avez un beau salaire. Vous vous sentez un peu sur le plateau qui fait des analyses. Vous avez Nadia Hini qui est promis à une belle carrière journalistique, qui a fait un livre. Vous avez des hommes politiques qui ne sont pas forcément musulmans. Mais vous voyez, c'est terrible. Je vais vous dire une chose terrible. Vous êtes député socialiste, vous appelez Hakim, mettons. Bon. Et ou député du Parti républicain. Et vous ne sentez pas forcément dans ce qu'on dit dans le din, dans la religion. Mais on dit tellement de choses sur l'islam qu'il va finir un jour par dire écoutez, je suis député socialiste et je suis musulman. Et je vous fais un bras d'honneur. Donc on pousse les gens justement à se déclarer musulmans par co-appartenance. Exactement quand il y a de l'antisémitisme, le mec il va jamais à la synagogue, il fréquente pas le consistoire, mais s'il y a de l'antisémitisme, il dit ah là je suis juif. Mais c'est ce qu'on est en train de faire avec les musulmans. On les pousse à se communautariser, à se replier sur eux-mêmes. Mais moi, là où je suis rassuré, c'est qu'ils ne tombent pas trop dans le piège. Mais vous avez, là, je crois que ce qui fait peur, je vous le dis, et je le maintiens, et je suis moins pessimiste que vous. Non, moi, au contraire, aujourd'hui, vous l'avez tout à fait dit, il y a des gens qui assument leurs identités multiples, pas seulement l'identité musulmane. Le fait d'être enfant d'Algérien, par exemple, le fait d'être enfant de Marocain. Ce n'est pas que je sois pessimiste. Je fais d'abord un peu la mouche du coche. C'est mon rôle. Et puis surtout, je remarque aujourd'hui, je constate
que ceux qui montent au créneau en quelque sorte, c'est les enfants des quartiers, les marginalisés, ceux qui sont mis... Ils montent très mal au créneau, hein, il faut dire. Alors que les élites... Un livre comme celui de Nadia, vous avez des tas de jeunes auteurs qui sont des héritiers de l'immigration, alors qui sont musulmans, mais qui sont héritiers de l'immigration. Pour certains, ils le sont ou ils ne le sont pas, mais qui écrivent, qui prennent la parole, qui créent des sites, qui créent des blogs. De plus en plus, en effet. Moi, je pense que c'est dur pour eux. Hein. Vous savez, par exemple, de devoir se dire musulmans alors que c'est leur foi interne et qu'ils n'ont pas... Mais c'est des gens qui, aujourd'hui, revendiquent leur citoyenneté française. Ah, bien sûr. Ce qui n'était pas le cas il y a une dizaine d'années. De plus en plus, je crois. Donc, si je peux me permettre... Je reviens à vous dans un petit moment. Allez-y, revenez. Non, moi, ce que je constate, c'est que ces différentes élites, ces différentes personnes qui veulent se positionner en tant qu'élite, je pense qu'ils ne se positionnent pas en tant qu'élite musulmane. Je pense que ça, il n'y a pas de débat à faire dessus et je pense que les politiques qui veulent islamiser le débat sont dans une stratégie incendiaire parce qu'on pousse l'islamisation d'un côté, mais il y a un double effet, c'est que derrière, dans les zones rurales et les zones provinciales, eh bien, on a d'autres théories qui disent, notamment revendiquées par Renaud Camus, attention, notre pays va subir la théorie du grand remplacement. Ça y est, c'est fini, on ne pourra plus faire comme avant. Nous, blancs, c'est fini, on ne peut plus être français. Et donc du coup, Vincent Gesser disait que les élites étaient... inconscientes, moi je pense qu'elles sont incompétentes. Non, il disait qu'ils étaient irresponsables, moi je pense qu'elles sont incompétentes. Cette représentation politique est incompétente et n'est pas mature pour défendre les intérêts des Français. Les Français au sens large du terme. On est dans un débat, aujourd'hui on est dans une situation... des élites politiques. Oui, parce que quelque part ce sont eux qui donnent le là. Politiciens pour faire voilà, c'est eux que tout à l'heure Nadia faisait l'interaction entre médias et politique. Ce sont eux qui, à longueur de journée sur BFM TV et les autres chaînes info, attisent la haine, attisent la peur. Et donc du coup, ces gens-là, les Français, ne peuvent plus réfléchir, ne peuvent plus, vivre de manière tranquille. On leur dit qu'à chaque coin de la rue, il y a potentiellement un musulman qui va vous agresser. Avec un poignard courbe entre les dents. Nadia Henni Moulay, vous vouliez rebondir ? Plusieurs choses, mais je vais essayer d'être rapide. Il y a 2 semaines, M6 a diffusé un documentaire qui s'appelle Dossier tabou et la première émission était consacrée à l'islam en France avec un titre affirmatif, La République en échec. Et donc Bernard de la Villardière, le journaliste, est allé dans des zones où il y a beaucoup de musulmans pour filmer cet islam en France qui serait gangréné par l'islamisme, donc qui continue de nourrir ce fantasme de l'islam radical, que tous les musulmans sont des terroristes en puissance, qui se cachent et qui préparent un mauvais coup contre la République. Et finalement, c'est vrai qu'on n'est plus... il y a eu des papiers de fact-checking pour montrer que c'était fondé sur pas grand-chose finalement. Et finalement, on n'est plus dans ce rôle de quatrième pouvoir des médias. Je rappelle quand même que selon la Convention européenne des droits de l'homme, les médias portent un enjeu en termes de démocratie, donc on est vraiment très loin de là. On est maintenant du marketing de l'information, c'est-à-dire qu'il faut vendre l'information parce qu'on a des consommateurs qui vont donc consommer cette information, et donc on est vraiment dans une situation où les politiques et médias fonctionnent en vase clos et que chacun est là pour nourrir l'agenda de l'autre. Donc les médias sont des entreprises de presse qui sont là pour faire de l'audimat, c'est-à-dire qu'on n'est même plus sur des approches journalistiques. Moi j'ai de sources sûres, de sources internes à iTélé, on me disait aujourd'hui il y a les boss qui arrivent et qui disent clairement non mais alors là tu vas me faire une pub, un sujet sur cet annonceur, ça va nous faire rentrer des sous quoi. Donc on est vraiment dans une configuration extrêmement malsaine et finalement qui c'est qui paye? C'est les gens du terrain. Quand Bernard de la Villardière va par exemple à Sevran en Seine-Saint-Denis pour raconter clairement des bobards, c'est les associations de terrain qui font un travail de fond depuis des années, qui pallient à à la désertion entre guillemets des services publics, qui sont là pour se battre sur le terrain, faire en sorte que les gens soient plus dans le vivre ensemble, et on a des journalistes qui arrivent et qui cassent tout comme ça, et qui freinent des dynamiques qui sont plus que nécessaires. Restez avec nous Nadia Henni Moulay. Vincent Gesser, politique et médias en vase clos. Alors,
Oui, ça, je crois que ça a été étudié par les spécialistes. Moi, je ne suis pas spécialiste ni des médias, je suis plus spécialiste des politiques. C'est clair qu'il y a ce qu'on appelle des affinités, il y a des connivences, ne serait-ce qu'ils mangent ensemble, etc. Donc ça a été, c'est presque ce qu'on dirait faire référence à Pierre Bourdieu, à sa sociologie, sur la collusion. De collusion des élites médiatiques et politiques, ça, c'est pas nouveau. Bon, et elle a tout à fait raison de le rappeler. Moi, je ne sais pas, est-ce que les médias ont une plus grande responsabilité? Ils ont une responsabilité morale parce qu'effectivement, ce n'est pas des discussions entre 3 personnes et 4 personnes dans un salon. Lorsqu'ils diffusent un message, ça touche des millions de personnes. Donc quand un média caricature ou professe un mensonge, c'est pas seulement un mensonge dans une chambre à coucher ou dans un salon, ça touche des millions de personnes. Donc c'est vrai que... Mais est-ce que ce sont les responsables? Je suis intervenu sur ça la semaine dernière dans une association d'étudiants. Moi je pense que les médias sont à l'image de la société, ils sont aussi à l'image de certaines élites. Quand la société va mal, les médias vont mal. Donc je suis pas sûr qu'ils ont une responsabilité morale plus grande parce qu'ils touchent plus de personnes, mais là je suis d'accord avec Mohamed Garech pour dire que médias et politiques partagent la même responsabilité. Là où je dirais que les politiques ont une plus grande responsabilité, c'est qu'ils gouvernent la France, qu'ils font les politiques publiques, ils font l'action publique, et qu'on attend d'un président de la République, on attend d'un Premier ministre, on attend des candidats ou candidates à la présidence de la République. Eux aussi dépendent des faiseurs d'opinion et inversement. Oui, non, attention. Après, les élites, vous me permettez, les élites politiques ne sont pas obligées de suivre les faiseurs d'opinion. Enfin, je ne sais pas, ce ne sont pas les faiseurs d'opinion, les éditos qui décident de l'agenda politique et des priorités de la France. J'aimerais vous poser une question, on finira avec. Tous les trois, la même question, si vous pouviez nous répondre. Comment en sortir de tout ça? Et qui doit participer à une dynamique qui pourrait nous sortir de ce bourbier? Je pense, question difficile, enfin, la question est facile, la réponse l'est, puisque on rentre dans un grand chantier. Je pense que pour sortir de cela, il faut qu'on arrive à créer des ponts, en fait. Je pense que notre responsabilité en tant que société civile... par exemple, on oppose aujourd'hui Français de zone urbaine avec Français de zone rurale. Je pense que la responsabilité des associations, mais pas que, c'est de créer des ponts entre ces différents mondes. Parce que, à mon sens, il y a représentation nationale, enfin les élites politiques ne peuvent plus le faire ou bien ne veulent plus le faire pour leur intérêt personnel. Mais le gros du travail serait réalisé par la société civile, par les associations, par des élus locaux aussi, qui peuvent faire le pont entre ces différentes franges de la population. Quelque part, faire le job du président, qui lui est plus intéressé pour être dans le confessionnal des journalistes que pour gérer une situation internationale. Nadia Hannim Moulay, la question, s'il vous plaît. Je ne sais pas si j'ai la recette, mais en tout cas, il y a pas mal de chantiers effectivement à ouvrir. À mon avis, il y a des choses à régler du côté du passé. Il y a un passif colonial qui n'est pas réglé et qui fait qu'aujourd'hui, dans cette société, il y a des tabous. Et juste à titre d'exemple, on dit souvent « oui, mais la guerre d'Algérie n'est pas réglée ». Il y a de la rancœur du côté des ex-colonisés et de leurs enfants. Mais moi, je suis totalement... je suis absolument pas d'accord avec ça. Je pense que la rancœur, elle persiste plutôt du côté des élites et que c'est un des sujets tabous dans la France d'aujourd'hui. C'est-à-dire que, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, je pense que la question de l'islam en France, et ça aurait pu être autre chose, mais il se trouve que c'est la question des musulmans et de l'islam en France, renvoie la République à un certain nombre de ses contradictions. Et finalement, Réjeanne Sénac, qui est chercheuse au CEVIPOF, l'explique très bien. Elle dit que la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, c'est un placebo qu'on a collé sur la France, que les élites se sont collées sur elles-mêmes pour cacher tout le contraire, c'est-à-dire que la République, elle a été impérialiste, raciste, sexiste également. Donc je pense qu'il y a une histoire de récit national, de roman national à peut-être clarifier, et un des enjeux, ça va être de faire en sorte que ces nouveaux Français, moi je parle de nous en tant que nouveaux Français issus héritiers de l'immigration, qu'on puisse être intégrés dans ce récit national. Et à mon avis, c'est une piste... il y a peut-être quelque chose à régler du côté de l'histoire.
on a l'impression qu'on est parti sur de mauvaises bases finalement. Et voilà, et puis encore une fois, comme le disait tout à l'heure Mohamed, faire en sorte que les habitants s'engagent dans des actions, parce que quand on regarde sur le terrain, finalement ça se passe pas si mal que ça. Mais merci Nadia Moulay. Reste un peu de temps pour Vincent Gesser. Moi j'irai dans la continuité de ce qui vient d'être dit. Je crois qu'il ne faut pas être non plus complaire dans une situation de victime passive. Je crois qu'il y a des rapports de force citoyens qui peuvent être créés. On est encore quand même un peu dans une démocratie, même si... Et vous voyez, actuellement on vit un contexte dramatique de peur, d'émotion, la violence, le terrorisme. Et en même temps, on voit des tas de choses se passer localement, très positives. Des gens commençaient à discuter ensemble. On a vu des musulmans, des chrétiens, des juifs, des athées discuter justement de ce problème de la violence. Donc cette situation de malheur qui est exploitée par les politiques pour nous plonger encore plus dans le malheur, eh bien, il faut peut-être, nous, en créer une espérance, un espoir. Après tout, on vit tous la même chose. On vit la crise économique, le chômage. Et moi, je suis assez d'accord avec ce que disaient Nadia et Mohamed, c'est-à-dire que je crois qu'il faut faire un constat. Nous sommes dans une classe politique qui est en fin de cycle. Nous sommes dans un fin de cycle, c'est-à-dire que il ne représente plus la démocratie française comme il devrait la présenter, c'est-à-dire avec une certaine morale, une certaine éthique, et qu'il faut accélérer quelque part ce changement de manière démocratique, bien sûr, et qu'il faut croire à cette nouvelle espérance, et que de ce malheur que nous vivons aujourd'hui sur le plan économique, sur le plan sécuritaire, il faut bien prouver que c'est les citoyens qui sont les plus responsables. Et les citoyens ont montré qu'ils étaient souvent plus responsables, ou même des élus locaux, plus responsable que la classe politique qui va effectivement utiliser l'islam, les émotions et les passions. On ne gouverne pas un grand pays comme la France avec des passions, on la gouverne avec de la raison. Et il faut rétablir cette raison. Et moi, je crois beaucoup à la raison des citoyens ordinaires, donc je reste optimiste. Vincent Gesser, merci beaucoup. Mohamed Garesh, merci beaucoup. Merci. Nadia Moulay, merci beaucoup. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir prêté votre attention.